l'approche de l'indépendance de la République démocratique du Congo, d'espoir au départ, puis émaillé de beaucoup d'événements heureux et malheureux, si bien qu'en ces jours anniversaires, nous nous permettons de dresser un bilan pour voir si les vœux et les objectifs fixés par les pères de l'indépendance ont été atteints. Professeur Monsieur Mutamba Makombo est historien, il est notre premier invité, il est professeur à l'université de Kinshasa et à son actif plusieurs publications sur l'histoire, notamment l'histoire de la République démocratique du Congo. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'en tant que chercheur, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont quelques-uns devant mes yeux ici. J'ai par exemple l'histoire du Congo par les textes. Ça c'est le tome 3. Le tome 3. Donc c'est le tome 3 publié depuis quelle année? Depuis quelques années, 2008. Voilà, 2008. Par la suite, je vois également Makoko Ilo, roi des Bateke, de 1880 à 1892, édition du Lomami, ici à Kinshasa. C'est encore une de vos publications. J'ai également sous mes yeux Pierre Savoria de Brazza, au pays des Makoko, roi des Bateke, également édition du Lomami. C'est une bande dessinée. Ah, ok, bande dessinée. Très bien, pour bien comprendre l'histoire, surtout par les enfants. Oui. Et ce n'est qu'un échantillon. Je vois également les questions d'histoire, les premiers tomes, biographie. Biographie de qui? Biographie de plusieurs personnes. Vous avez Anuarité, vous avez Mouzelon, vous avez Kabila, vous avez Rochero, plusieurs biographies. Voilà, merci professeur, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Freddy Moulumba, lui, on ne le présente plus, il est politologue, un confrère qui se voue depuis plusieurs années à la recherche sur la République démocratique du Congo et aussi en tant que journaliste. Il est actuellement éditeur c'est ça, oui, de la revue Renaissance, très bien, en fait très bien édité, avec des photos, c'est en quadrichromie. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, le dernier numéro, vous l'avez consacré à l'indépendance de la République démocratique du Congo, un 30 juin 2017, au cachet tout à fait particulier. Vous nous direz ça tout à l'heure dans la suite de cette émission. Alors, nous serons rejoints dans quelques minutes par le troisième et dernier invité. Il s'agit de M. l'abbé José Pondou, psychologue, figure très bien connue dans les milieux de la société civile. Merci professeur, merci Freddy. Professeur Mutamba, nous avons voulu cette indépendance au départ. Alors, est-ce parce que c'était la mode à l'époque? Est-ce que c'était par prestige ou bien parce qu'il y avait nécessité? Non, il y avait nécessité. Le pays avait été colonisé et à cette époque-là, les élites qui étaient là ont pensé qu'il fallait que nous ayons notre indépendance. À partir d'un certain âge, on prend son indépendance. Il faut dire que les causes pour avoir l'indépendance s'imposaient. Je ne vais pas remonter très loin, mais si nous voyons déjà dans les années 55, le roi Bono arrive ici. Pour les Belges, c'est véritablement un succès du Bwana Kitoko. Mais une année auparavant, en décembre 1954, un Belge, un professeur, Van Bilsen, commençait déjà à réfléchir parce qu'il voyait ce qui se passait en Algérie. En Algérie, en novembre, il y avait déjà une insurrection. Si vous voyez du côté du Ghana, le Ghana approchait déjà de l'indépendance puisque Kwame Nkrumah était Premier ministre. Donc il s'est dit, ça bouge, il faut qu'on prépare déjà quelque chose pour que le Congo ne se détache pas de la Belgique. Et il va commencer à réfléchir. Il écrit un premier article pour une politique, disons, de changement. De changement, et une année après il transforme cet article et ça devient pour un plan de 30 ans. Il écrit cet article d'abord en néerlandais, en flamand, donc les Congolais ne sont pas vraiment concernés, mais après il fait traduire cet article et il se fait que quand il traduit l'article, il y a
un syndicaliste belge qui est arrivé ici. Il est arrivé ici pour le cinquantenaire du syndicalisme et il invite, disons, il cherche à causer avec les élites congolaises. Et il se rend à Lovanium, au plateau des résidents, et là, il cherche à voir, disons, il cherche quelqu'un avec qui il peut parler, et on lui présente l'abbé Maloula. Ouais. Il cause avec l'abbé Maloula au plateau et il lui demande, mais je vois ici les Congolais, il y en a beaucoup qui fricotent avec les libéraux, d'autres avec les socialistes, mais les chrétiens, vous les catholiques, qu'est-ce que vous faites? Maloula lui dit, eh bien, nous autres ici, nous nous organisons dans le cadre d'un petit groupe disons, qui s'appelle Conscience africaine. Oui, alors là, il faut dire que l'Église avait également joué un rôle dans l'entretemps. Oui, disons que l'Église, Maloula personnellement, voulait former un laïcat majeur. Oui. Parce qu'il savait que l'enseignement avait été, je ne dirais pas au rabais, mais on s'est arrêté à l'école moyenne, 4 ans. C'était un des rares intellectuels à l'époque. Exactement, l'un des rares intellectuels. Il a fait 20 ans, il faut dire 20 ans au petit séminaire, grand séminaire, ça fait 20 ans, donc c'était déjà l'élite. Ouais. Et Maloula lui dit, nous avons un petit groupe, nous nous réunissons depuis 1952, et bon, nous avons déjà réfléchi à certains problèmes et l'autre lui dit, bon écoutez, montez-le. Maloula dit, mais si c'est un défi, nous allons le relever. Alors il se tourne vers l'autre qui les avait accueillis, le professeur Niquez. On lui demande, est-ce que vous pourrez nous aider un tout petit peu? Niquez accepte et ce petit groupe se rassemble et ils produisent l'article que vous connaissez, le manifeste de conscience africaine. Conscience africaine, oui. Et ça fait un grand bruit. Vous allez trouver cet article dans l'histoire du Congo par les textes, le tome 3 que j'ai amené. Oui. Et ça fait un grand bruit. Et comme il y avait, disons, ceux qui étaient dans ce groupe de manifeste de conscience africaine, c'était, j'ai dit, c'était des catholiques, c'était pour la plupart des gens du Haut-Congo, comme on disait, donc des non-Bakongo. Les Bakongo vont se sentir frustrés et il y avait une association culturelle, la Bako. Et la Bako va se dire, mais nous sommes à Kinshasa. Qui se transformait plus tard en parti politique. Ben, c'était assez progressif, hein, assez progressif. Déjà depuis 1954, il commençait déjà à revendiquer le titre de chef de cité. Et la Bako va faire le contre-manifeste. Et la Bako va dire, écoutez, d'abord, nous revenons à nos amis de conscience africaine. Et ils disent, oui, nous sommes d'accord pour le plan de 30 ans. Mais à condition qu'on nous associe. Hein, nous voulons bien ce délai de 30 ans pour prendre le temps de former l'élite, mais à condition qu'on nous associe. La Bako va réagir en disant non, nous en avons marre, nous voulons l'indépendance aujourd'hui. On ne parlait pas encore d'indépendance, on parlait d'émancipation. Puisque le titre de Van Bilsen, c'était pour un plan d'émancipation. Et là, Lumumba était déjà dans la danse. Lumumba, pas tout à fait. Pas tout à fait dans la danse parce qu'on est en 1956. Lumumba a quelques petits problèmes que vous connaissez. Mais Lumumba va venir, disons, en 1957-58. Alors, donc, le débat est lancé maintenant entre les uns qui disent nous voulons qu'il y ait cette programmation en 30 ans. Et d'autres qui disent non, nous voulons l'émancipation immédiate. Les 30 ans étaient motivés par quoi pour les professeurs? Les 30 ans pour Van Bilsen, c'était pour former l'élite. Prendre le temps de former une élite. Il avait raison. Prendre le temps de former la femme. Il avait raison à votre avis? Non, 30 ans c'était peut-être excessif, mais quand on regarde les choses maintenant, on dit 30 ans, c'est-à-dire 60 et 95. Bon, mais il faut dire quand même que c'était un peu long parce que l'abbé Maloula, qui était à la tête de ce groupe de conscience africaine, dira vaut mieux l'indépendance trop tôt que trop tard. Ouais, les Congolais n'étaient pas préparés, professeur, disons ça tout de même. Oui, les Congolais n'étaient pas préparés, mais vous savez, les Congolais ont posé ce problème et ils ont eu l'impression que les autres ne répondaient pas. D'où la précipitation. Ouais. D'où une certaine précipitation en disant, bon, si nous n'avons pas maintenant, nous ne l'aurons pas.
Nous ne l'aurons pas. Mais il est vrai, quand on regarde les choses maintenant, on se dit on aurait dû prendre le temps peut-être de voir comment on pouvait mieux préparer. Les 30 ans. Non, pas 30 ans. 30 ans, c'était quand même excessif. 30 ans, c'était excessif parce que... Mais il y a des professeurs, par exemple, l'Angola, qui sont indépendants un peu plus tard, mais on a l'impression que les choses sont allées beaucoup plus vite que chez nous, par exemple. L'Angola, il ne faut pas oublier, l'Angola, il y a eu la lutte armée. Et la lutte armée a formé les Angolais et ils sont devenus la première puissance armée en Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus. Ils se sont battus, ça ne leur a pas été donné comme ça. Si vous voyez en 1960, les Angolais venaient se réfugier chez nous. Hein, ceux du FLNA venaient se réfugier chez nous. Mais maintenant, ce sont eux qui sont la grande puissance ici en Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette expérience de la force. Ils se sont formés militairement. Voilà, le professeur, je reviens à vous tout à l'heure pour la suite. Et nous restons, Freddy, pendant les années 60, nous accédons à ce que nous appelons d'habitude la souveraineté nationale et même internationale. Est-ce que les intellectuels ou les Congolais, la plupart des Congolais comprenaient ce que c'est la souveraineté? Et ils comprenaient ce qu'on appelle la nécessité de cette indépendance, où il fallait tout simplement faire partie les Blancs et les remplacer dans les jolies villas, rouler dans des belles voitures et manger comme eux. Je pense que pendant cette période, je pense que le prof Moutamba vient de relever, la Belgique ne voulait pas donner l'indépendance au Congo. Par contre, on disait pas d'élite, pas d'ennui. Donc c'était pas un cadeau comme disait le monde. Oui, c'était pas un cadeau. Il y a quand même, en dehors de la lutte militaire, donc il y a eu quand même des gens qui se sont battus. Il ne faut pas oublier, je pense que le prof le fera encore mieux que moi en tant qu'historien, que pendant la période de la colonisation, il y a eu des revendications à tous les niveaux de la population congolaise qui n'acceptaient pas la domination coloniale. Parce que moi j'ai dit c'était un esclavage, parce que c'est que Léopold II et les Belges ont fait dans ces pays, c'était l'esclavage. On a connu la très mauvaise colonisation du monde. C'était l'apartheid. Il y avait des blancs d'un côté et des nègres, l'autre qu'on appelait des indigènes. Et dans l'imaginaire des Belges, c'était comment faire développer ces petits-enfants, qui deviennent des grands-enfants. C'était pas que, vous ne voulez pas que les Congolais soient indépendants. Mais je pense qu'au niveau des élites, je pense qu'ils tout simplement ils voulaient prendre la place des Blancs. Les Blancs sont partis, nous nous prenons maintenant pour manger. Ils se sont comportés comme des Blancs. Mais c'est là où quand vous... D'ailleurs pire, quand vous demandez à la population, ils vous disent aujourd'hui, quand on était ici avec des Belges, on nous frappait, mais au moins on donnait à manger. Maintenant avec nos propres frères noirs, non seulement ils nous frappent, ils ne donnent pas à manger. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, la plupart des gens regrettent cette précipitation, permettez-moi l'expression, peut-être que ce serait contredit, cette précipitation entre guillemets avec laquelle nous avions en fait acquis l'indépendance. Non, je pense que de toute façon, je ne pense pas qu'il y avait précipitation, il y avait quand même l'opportunité, parce que si on ne pouvait pas faire pression sur les Belges, il n'y aurait pas d'indépendance. C'est comme il dit en 2030, donc 30 ans après. Donc il fallait que les gens se battent pour ça. Je pense que le monde l'a rappelé dans son discours, ça n'a pas été cadeau. Ce n'est pas précipitation. Je pense que par rapport aux attitudes de la coalition belge, que les Congolais se comportaient ici. Parce que quand vous parlez dans d'autres pays anglophones, bien francophones, ce n'est pas la même chose. Parce que les élites, les systèmes coloniaux français, tout comme britanniques, étaient presque, je dirais, un peu entre guillemets humains. Mais si c'était l'apartheid qui pouvait accepter d'être dominé éternellement. Maintenant, je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important ici. C'est peut-être de voir aujourd'hui. Les gens disent et regrettent l'indépendance. Pourquoi on est indépendant? Oui, les nostalgiques. Oui. Il y a même des gens qui disent qu'il faut que les Belges reviennent. Il faut pour nous discipliner davantage. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Si ce peuple congolais avait une conscience historique, on n'allait pas réclamer que les Belges reviennent. C'est par manque d'absence, par manque de conscience historique. Et quand vous prenez les cours d'histoire, qu'est-ce que nos enfants apprennent? Les Congolais ne connaissent pas leur propre histoire. Pour preuve, je pense que le prof va nous dire, à l'université de Kinshasa, il y a trop peu d'étudiants qui font l'histoire. Donc on n'intéresse pas l'histoire. Or, l'histoire, c'est la matrice qui donne une conscience à un peuple. Ce qui fait que comme ces gens n'ont pas de mémoire historique, ils disent les Blancs peuvent venir. Mais s'ils savaient
que le passage des Belges, ça a été pire. On a coupé les mains des gens, on a tué des gens, les caoutchoucs rouges. Il y a eu des gens qui ont fait la prison comme Kimbangu, 30 ans. Mais c'était pire. Mais du moins, c'est vrai, nos frères se comportent comme des blancs, mais il y en a quand même qui se sont battus et qui ont été liquidés. Parce que, n'oubliez pas, tous les patriotes, on peut appeler par les nationalistes, qui étaient contre le système colonial, ont été décimés. On a préféré garder les collabos. C'est ce qu'on appelle le groupe d'Mbinza. Vous avez tous ces gens qui étaient d'accord avec la colonisation, qui ont pris la place des Blancs, sont restés au pouvoir avec Mobutu. Voilà, on va y revenir. Alors, professeur, dans la suite, vous parlez tout à l'heure de Van Bilsen avec son plan de 30 ans. Effectivement, le plan a échoué, mais un peu plus tard, il y a eu, c'est général, je crois, c'est Janssens. Oui, Janssens qui dit avoir l'indépendance égale après l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équation, d'après vous, a changé de sens? Bon, lui, quand il en parlait, c'était pour dire en quelque sorte, vous savez, il y avait une formule qui peut illustrer un peu ce que Freddy vient de dire. Le plafond du noir, c'est le plancher du blanc. Vous voyez, nous sommes ici, notre plafond est au-dessus, mais s'il y a des gens au-dessus, c'est leur plancher. Donc nous ne pouvons pas dépasser le plafond. Hein? Donc le plafond du noir, c'est le plancher du blanc. Donc si je comprends bien, en termes d'intellect, ils sont au-dessus des noirs, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire le noir, s'il est dans l'armée, est dans l'armée, il est premier sergent-major. C'est son dernier grade. Ah bon. Et le blanc, lorsqu'il arrive, il commence par être aspiré adjudant de 2e classe. Donc il est tout de suite au-dessus. Disons quelqu'un qui vient de Belgique, un Belge qui vient ici, qui n'est pas universitaire, quand il arrive ici, il est rédacteur. Un Congolais, il faut qu'il fasse 24 ans pour devenir rédacteur adjoint. Oui. Donc le plafond du noir, c'est le plancher du blanc. Donc c'était cela le principe. Alors pour Janssens, il a pu dire ça, c'est parce qu'il y avait une mutinerie. Il y a une mutinerie, donc à peine 4 jours après l'indépendance, les soldats se mutinent. En juillet 60. Voilà, 4 juillet 60. Donc le gouvernement n'a même pas eu une semaine le temps de se reposer des festivités, et on ne peut même pas penser au programme. Tout de suite, il y a une mutinerie. Et il faut parer au plus pressé. Et pourquoi cette mutinerie? Bon, parce que les soldats se disaient, mais nous avons passé toute une année ici difficile, d'une région à l'autre. Au Kassai, il y a des problèmes. Au Kivu, il y a des problèmes. On a été partout. Nous revenons ici. Il n'y a pas de changement. Nos chefs, c'est toujours des Blancs. Et les civils sont des ministres. Les civils sont des présidents de province. Bon, donc ça ne va pas. Donc ils se sont mutinés. La mutinerie a commencé ici au camp Kokolo. Mais qui a provoqué cette mutinerie? La mutinerie, bon, c'était l'état d'esprit des soldats qui étaient excédés. De voir, vous savez, il y a toujours une petite rivalité entre les militaires et les civils. Ouais. Ça, vous le savez. Lorsque les étudiants de Lovanium, on les a envoyés en 71 dans l'armée. Bon, ça, on a vu aussi les soldats et l'esprit militaire, et puis les civils, les étudiants qui étaient des civils. Mais en Soumé, il n'y avait pas la Belgique n'était pas... Bon, vous savez, on est historien, et quand on est historien, il faut avoir des sources. Bien, là, je ne saurais pas dire que en sous-main. Bon, je ne saurais vraiment pas dire, mais je pense que le mouvement est venu des soldats qui étaient excédés de voir que les autres devenaient des ministres. Ils avaient des véhicules, on leur avait donné des grades supérieurs, et eux restaient toujours ce qu'ils étaient. Ils restaient toujours ce qu'ils étaient, c'est-à-dire le premier sergent-major, bon, reste premier sergent-major, et il n'a pas un grade supérieur. Donc ils ont réclamé au départ un grade supérieur. Et vous savez, lorsque les Belges sont partis, il n'y avait que 9 adjudants qui étaient en formation. 9 adjudants qui étaient en formation, dont le futur général Moulamba, qui était en formation. Donc ça, au départ, au 30 juin, bon, ça les a excédés, ils se sont énervés, les autres, Premier ministre, Président, et nous, on est toujours là. Mais que dire de sécession alors?
le Katanga, le Kasaï et ça là. Bon, la sécession du Katanga a été favorisée par les Belges. Vous savez déjà qu'au mois de juin 60, il y a eu 3 tentatives de sécession. 3 tentatives de sécession qui avaient été fomentées par des colons qui étaient au Katanga. Mais les 3 sécessions les 3 sécessions au Katanga n'ont pas pu voir le jour en juin, parce que les Belges se disaient ça fait quand même moche, on va donner l'indépendance le 30 juin, et puis avant l'indépendance il y a déjà sécession, donc ils ont calmé le jeu. Tshombe est arrivé ici quelques jours avant l'indépendance, il n'a pas pu s'entendre avec Lumumba, il est rentré, et d'après les témoignages que nous avons de Kachamura, dans les archives de Kachamura, Tshombe est parti en disant à Kachamura ceci: je pars au Katanga. Lumumba a préféré s'entendre avec Sendwe, vous aurez de mes nouvelles. Donc, il est parti là-bas. Lorsqu'il y a eu mutinerie, disons le début de mutinerie du côté, disons dans tout le Congo, il faut dire ça a commencé à Léopoldville, à Kinshasa, Banzango, Motisville, un peu partout. Les Belges en ont profité pour, disons, les colons qui étaient et qui n'avaient pas pu réussir la sécession au mois de juin, en ont profité pour pousser disons, les leaders katangais à proclamer l'indépendance. Donc c'est dans ces conditions que ça a été fait. Et tout de suite, ils ont encadré cette indépendance du Katanga. Alors, une année plus tard, c'est Lumumba qui est envoyé à la mort. Freddy, pourquoi était-il gênant à l'époque? Oui, il faut dire que Lumumba, c'était un cas spécial. Lumumba, pendant cette période, il y avait certaines personnes qui avaient fait l'université, qui étaient à l'université, qui faisaient partie de commissaires généraux. Mais Lumumba n'a pas fait l'université. Je pense que le prof est encore mieux placé pour en parler. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que le discours de Lumumba devant le roi, ça fait trop de mal. Trop de mal. Et ça a coïncidé avec la guerre froide entre l'Ouest et l'Ouest. Tout le monde savait que Lumumba n'était pas communiste. On l'a été accusé d'être communiste. Et les Belges, les services secrets belges, ont travaillé avec la CIA. Je pense qu'il y a les livres de Larry Delvin sur ma vie en tant qu'homme de la sécurité à Léopoldville, qui démontrent comment ils ont travaillé avec l'ONU, Nations Unies, avec les Belges, avec la CIA, pour amener le Lumumba au Katanga, pensant qu'en Letiwa, il n'y aurait pas donc, un représentant de communistes. Et puis on a poursuivi tous les nationalistes qui étaient pour le Lumumba, ils ont été liquidés. Mais ici, il faut dire que Lumumba, en tenant ses discours devant le roi Baudouin, je pense qu'on peut le rappeler, c'est comme s'il avait commis une grave erreur. Un noir, un petit nègre qui parle devant un blanc, ce n'est pas encore le roi qui était beaucoup respecté, ne pouvait pas accepter ça. Donc c'était cette dimension idéologique avec la guerre froide, mais aussi l'image que les Noirs est toujours inférieur, ne peut pas parler aux Blancs. Mais il y a l'autre élément qui est beaucoup plus important. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle en Amérique une transition politique. Donc, Eisenhower quittait le pouvoir pour laisser Kennedy entre au pouvoir. C'était, je pense, le 9 qu'on fait les élections jusqu'au 20. Kennedy devrait prendre le pouvoir le 20. Et le 17, Lumumba a été assassiné. Mais là, certaines informations. Certains auteurs ils disent que quand Kennedy a appris qu'on a assassiné Lumumba, ce jour-là, il est resté dans son bureau, la main sur la joue. Il a beaucoup regretté. Et beaucoup pensaient que si Kennedy arrivait au pouvoir, il allait sauver Lumumba. Donc les Belges, les secrets belges, ont précipité les choses. C'est comme ça qu'on a su que Lumumba était assassiné. Donc ils ont donné l'information après. Ce n'était pas le 17. C'est quand Kennedy est entré au pouvoir qu'on a su que Lumumba était assassiné. Auparavant, on ne savait pas. Donc il fallait faire par tous les moyens, parce que pour les Belges, ça il faut reconnaître, le Congo c'est leur plate-bande. Et vous allez voir cette attitude jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, de voir que les Belges se présentent toujours comme donneurs de leçons sur le Congo. C'est leur butin. Alors, le professeur Lumumba dont nous parlons ici a été quand même quelqu'un de gênant à l'époque, non seulement dans la communauté nationale. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que sa mort a connu un retentissement jusqu'au-delà des frontières nationales?
Pourquoi? Bon, vous avez commencé à parler de Lumumba. Il y a deux périodes chez Lumumba. Il y a, disons, la période avant 1958 et après 58. Avant 58, Lumumba, il a d'ailleurs écrit un livre, Le Congo, terre d'avenir est-il menacé? Quand vous lisez ce livre, vous voyez que Lumumba est proche des Blancs. Il est proche des Belges, il a été immatriculé. C'est vraiment quelqu'un qui voulait devenir civilisé entre guillemets. Hein. Donc il voulait vraiment être comme un Blanc. D'ailleurs, il était immatriculé. C'était le grade le plus élevé chez les Congolais. Il était immatriculé. Et donc il pensait vraiment y parvenir. Mais il va aller à Accra. Accra, 1958, il rencontre les grands leaders, la conférence du peuple africain. Il rencontre Sékou Touré. Et là, c'est vraiment la métamorphose. Et j'ai toujours pensé que pour Lumumba, c'était un peu comme Saint Paul. Saint Paul qui poursuivait les chrétiens. Et puis, il tombe de son cheval, il y a une lumière. Jésus lui apparaît en lui disant, mais pourquoi tu me persécutes à travers mes hommes que tu combats? Donc ça a été Lumumba. Lumumba après il change du tout au tout. Et quand il revient, le MNC avait déjà été créé, il revient et il est coopté parmi les 15 qui doivent suivre la conférence qui avait eu lieu à Accra. Et c'est vraiment un autre homme. Et là, il lutte pour... disons, il se conserve vraiment à cette lutte. Vous savez ce qui est arrivé en novembre 1959, il a été arrêté et on ne voulait même pas qu'il assiste à la conférence de la table ronde, et ce sont les autres leaders qui vont exiger sa présence parce qu'on trouvait vraiment que c'était un homme important. Un homme important, il va le montrer avec les élections, et c'est lui qui remporte haut la main les élections de 60. On ne voulait pas le nommer, les Belges ne voulaient pas le nommer Premier ministre, donc on le nomme d'abord informateur. Et en Belgique, vous savez, informateur, c'est la personne qui prend des contacts pour voir comment on peut former le gouvernement. Et après quelques jours, Grandscho van der Merch lui dit, écoutez, ça ne marche pas avec vous, on prend Kasavubu. Et Kasavubu, on le nomme directement formateur. Alors, Lumumba s'énerve, il dit, c'est pas possible, c'est moi qui ai gagné les élections, et finalement vous nommez Kasavubu formateur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ainsi qu'il va former déjà une alliance avec d'autres partis nationalistes, le PSA, le CREA, la Balobakat, ils forment déjà une coalition. Et bon, et finalement, il va s'imposer. Hein. Il va s'imposer comme leader au Kasaï, par exemple. Au Kasaï, qu'est-ce qui se passe? Les élections avaient été remportées au Kasaï par le MNC Kalonji. Mais Lumumba va faire cartel avec des petits partis au Kasaï, ce qui fait que ce cartel aura la majorité. Et finalement, le Kalonji ne pourra pas former le gouvernement au Kasaï. Et ça, de nouveau, ça pose des problèmes. C'est ce qui va pousser Kalonji, qui n'a pas pu former le gouvernement au Kasaï et qui n'a pas pu entrer au gouvernement central parce qu'on lui proposait le poste de ministre de l'Agriculture. Et c'est ce qui va pousser, disons, à faire la sécession au Sud-Kasaï. Voilà, sécession au Sud-Kasaï, quelques années plus tard, Mobutu va intervenir, bon alors on va y arriver. Mais je préfère qu'on fasse quand même un bond dans l'histoire et aujourd'hui avec Freddy. Est-ce que, au vu de l'évolution de la situation politique, économique et même sociale, est-ce que cette indépendance, à part d'aujourd'hui, valait vraiment de la peine au regard des vœux formulés au départ par nos pères et grands-pères d'avant l'année 60. En d'autres termes, aujourd'hui, cette indépendance, est-ce un gâchis ou un succès? Oui, mais je pense que quand vous voyez un peu l'histoire du Congo, c'est toujours des coups d'État, toujours des mutineries, toujours des rébellions. Ce n'est pas un fait du hasard. Donc tout est fait. Et ça, il faut que les Congolais comprennent. Le Congo a été une création du capitalisme occidental prédateur. Et dans leur calcul, on ne peut pas accepter au Congo des élites
qui ne contrôle pas. Donc, c'est comme on a fait avec le PODE. Le PODE, c'était un gestionnaire. Il fallait avoir des gestionnaires du Congo pour les capitalistes. Donc, à chaque moment que les Congolais veulent reprendre les choses en place, il y a toujours des rébellions, il y a toujours des désordres, il y a toujours des coups d'État pour que l'Occident, donc les multinationales, remettent leurs personnes à la tête du pays. Je ne dirais pas que c'était un gâchis. Donc nous devons apprendre à lutter. Mais quand Mobutu arrive, Mobutu, c'est les pions du capitalisme occidental prédateur. On l'a laissé gérer pendant 37 ans. C'était les rois ici. Parce qu'il était gestionnaire de leurs intérêts. Quand Mobutu a commencé à dire non, les problèmes ont commencé. Rappelez-vous des contentieux belgo-congolais. Quand on dit non, venez donner, allez, là, la Belgique se met sur le terrain pour dire aux autres capitalistes, il faut qu'ils partent, ou bien il faut faire du chantage. Donc moi je pense que nous devons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu, redémarrer. Parce qu'on a eu une indépendance, je dis, de façade. Tous les patriotes nationalistes... C'était une indépendance nominale. Non, au début, Lumumba a fait un discours. Ouais. Mais depuis qu'on a liquidé Lumumba, on a liquidé tous les patriotes et tous les nationalistes. On a mis au pouvoir des collabos, donc des gestionnaires pour les intérêts occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la même logique. Il y a un combat entre les gestionnaires de l'Occident et les patriotes qu'on peut appeler nationalistes. Donc, il y a une tentative de recolonisation. Maintenant, ce n'est plus les grandes puissances ou bien les anciens États colonialistes. Maintenant, ce sont des multinationales. Donc ça, le capitalisme a changé de visage. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Au cas contraire, si aujourd'hui on ne fait pas référence, on ne se rappelle pas du combat que Lumumba, les Kasavubu et les autres ont mené pour l'indépendance, en tout cas nous serons recolonisés. Donc le moment est arrivé de mobiliser les gens, de dire l'indépendance qu'on avait acquise, ce n'était pas un cadeau. Les gens sont sacrifiés, il y a eu des décès, il y a eu des assassinats. Donc il faut par tous les moyens faire à ce qu'on évite comment dirais-je, une recolonisation. Le capitalisme a changé de visage, il faut que les Congolais comprennent. Et les élites africaines, les élites congolaises doivent se mobiliser pour éviter les pires. Parce que ce qui va venir maintenant, je pense que ceux qui font l'argent, ces néolibéraux, n'ont pas d'état d'âme. Donc si vous n'avez pas des gens qui sont sur le plan intellectuel, sur le plan identité, qui ne sont pas forts, on sera encore mis à genoux. Donc c'est le sens que moi je voulais donner à c'est un cachet particulier à ce 30 juin. C'est remobiliser les troupes. Dire aux gens, on s'est battu, il ne faut pas baisser les bras, bien que l'Occident, avec certains collabos à l'intérieur du pays, ont mis de côté l'histoire. Ils veulent dire l'histoire donne à un peuple, quand un peuple connaît son histoire, c'est un peuple qui est debout. Ce n'est pas le cas chez nous. À l'école, nos enfants n'étudient pas cette histoire, même à l'université, elle est oubliée. Professeur Moutamba, est-ce que Lumumba, puisque en fait, lui et Kasavubu avait quand même une vision de ce que pouvait être ce pays. Il est mort, jeune. Bon, est-ce qu'il avait une idéologie? Est-ce qu'il avait dans sa tête la vision d'une société congolaise qui devait être façonnée de manière à faire concurrence à d'autres partis politiques, à d'autres pays? Bon, je vous renverrai simplement au discours que Lumumba a fait le 30 juin. Quand il dit ceci, je cite de mémoire, « Nous montrons ce que peut faire l'homme noir quand il vit dans la liberté. Et nous ferons du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique. » Donc, c'est dire qu'il avait une vision. Tout comme, je dirais, Mouzé aussi, lorsque Mouzé Kabila parlait, il avait une vision. Donc ce sont des visionnaires qui projetaient l'avenir de leur pays, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Oui, mais pourquoi c'est les Congolais, nous Congolais, d'après Lumumba, n'avons-nous pas capitalisé en fait ces acquis, ces pensées-là, pour consolider en fait la société? Bon, mais parce que tout simplement le Congolais actuellement dans la mentalité, il vit dans la COP, hein, ce qui est facile à faire. Le Congolais, bon, est-ce que le Congolais a vraiment l'amour de son pays? Moi, quelquefois, je me pose cette question. Est-ce que les gens ont vraiment l'amour de leur pays? Est-ce que nous savons que si nous avons acquis cette indépendance, nous devons consolider cette indépendance? Il y a la postérité. Qu'est-ce que nous allons léguer à la postérité?
Ou bien est-ce que nous vivons, bon, pour vivre, le Congolais vit, le Congolais il est né, il vit, il meurt, mais la suite c'est pas son problème. C'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut poser le problème. Alors les 57 ans, la question que j'ai posée à Freddy, les 57 ans, je vous la repose aussi. Donc c'est un gâchis, les 57 ans? Bon, je me dis, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, mais malheureusement, nous ne prenons pas conscience. Je vous renvoie ici à un article, je le reproduis, disons, j'en fais une synthèse dans mon livre Question d'histoire. C'est Cheikh Anta Diop qui écrivait les fondements d'un État culturel, d'un État fédéral en Afrique noire en 1960. Et ce livre était écrit en juin 1960. Donc, le même mois, c'est sorti le même mois où nous avons eu l'indépendance. Mais il pensait que au Congo, il y aurait un paradis terrestre. Yeah. Il a écrit noir sur blanc, au Congo, il y aurait un paradis terrestre. Parce qu'il voit les atouts que nous avons. Les atouts, scandale géologique, scandale forestier, scandale hydraulique. Mais avec ça, qu'est-ce que nous faisons? Et je voudrais vous renvoyer un peu à ce que un grand frère, Ilunga Bongo, qui nous a laissé, il n'est pas là, disons, il est décédé, paix à son âme. Alors, il racontait cette histoire avec humour. Il dit, écoutez, Dieu, quand il a créé le monde, il parcourait le monde, vous savez, Dieu est esprit, mais il dispensait les minerais avec sa main, il prolongeait sa main, il jetait. Et puis quand il arrive à un niveau, Dieu a commencé à sommeiller, à dormir un tout petit peu, et sa main a commencé à devenir un peu lourde, et bon, voilà. Et puis l'archange qui était là secoue Dieu en disant, mais Dieu, tu es en train de dormir là, tu en as mis un peu trop là, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors Dieu, il sourit. Il sourit, Dieu dit, mais attends, tu vas voir quel genre de personnes je vais mettre dans ce pays. Et ce pays, c'est la RDC. C'est-à-dire, c'est avec notre mentalité. Où est-ce que nous en sommes? Moi, je crois que le premier chantier dans ce pays, c'est les mentalités. Les mentalités, il faut qu'on se dise, regardez par exemple, il y a plusieurs pays. En 1960, on disait que nous avions le même atteint, c'était le même niveau un peu que le Canada. En 1960, les Sud-Africains venaient ici à Lovagnon pour se faire soigner. Est-ce qu'on ne peut pas dire maintenant que c'est vraiment un gâchis si on regarde les choses? Les 4 dragons en Asie, nous aurions pu faire aussi comme eux. Mais voilà, nous avons régressé. Et moi, je prends toujours Lumumba qui dit, nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il vit dans la liberté. Nous n'avons pas souscrit à cela. Alors, Freddy, vous avez l'impression que, dans la suite de ce que dit le professeur Moutamba, est-ce que nous, les Congolais, nous considérons jusqu'à ce jour comme étant les enfants éternels qui doivent être nourris au biberon de la patrie mère, de la mère patrie? Non, je pense que notre élite est aliénée. Une élite qui n'a pas étudié l'histoire. Donc ça, le fond du problème. Je dis, quand on apprend sa propre histoire, on est conscient, on est un peuple debout. Ce n'est pas le cas du Congo. L'exemple est là, dans nos écoles, on n'étudie pas notre propre histoire. Et je voudrais relever ici le cas du Congo. On vient de parler avec le professeur, le cas d'Haïti. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Pourquoi Haïti, un pays qui a eu l'indépendance, 200 ans, il est dans ces conditions. Pays noir. Je pense qu'il y a un fond racial. Je pense que les scientifiques ne veulent pas le faire. Nous prenons la liberté de le dire. Il y a un fond racial. On a voulu montrer que les Noirs ne peuvent rien faire. L'Haïti a battu le tour de Napoléon. Pour les Noirs, c'était un sacrilège. Pour un Blanc, c'était un sacrilège. Il fallait montrer que les Noirs est toujours inférieur. C'est ce qu'on veut faire au Congo ici. Je pense que le prof vient de dire ici. L'Angola est debout. Ils ont fait la lutte armée. Et moi, j'ai dit, les jours où les Congolais prendront conscience que l'indépendance, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Et comme il y a tentative de recolonisation, il y a tentative de la barbarisation de notre pays, les gens doivent être debout et apprendre à notre peuple de se battre pour l'indépendance. S'il faut une guerre armée, il faut le faire. Mais ça signifie quoi, les ingérences que nous continuons encore à observer jusqu'à aujourd'hui, les ingérences occidentales dans les affaires des pays africains? Mais vous savez... Dans les nôtres. Oui, vous savez, l'Occident, je parle au moins l'Europe, l'Amérique est trop riche. L'Occident, l'Europe n'a plus rien.
Quand vous regardez aujourd'hui, le seul pays qui est en bonne santé économique, c'est l'Allemagne. Les autres sont déjà endettés. Et je ne donne pas d'ici 2030 qu'il y aura d'autres pays européens qui vont se tenir les discours de puissance. Ça sera fini. Mais quand ces gens on manque à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Afrique pour se faire la bonne santé. L'industrie européenne, c'est pas sur le minéraux africain, sur les matières premières africaines. Toutes les grandes fortunes des grandes familles multinationales aujourd'hui, quelle est la source? C'est l'esclavage, la traite négrière et la colonisation. Mais ils se sont enrichis sur notre propre dos. Si aujourd'hui l'Afrique veut se rendre indépendante, la première chose à faire, elle va avoir des guerres. Si ce n'est pas des guerres en face, des guerres par procuration. Donc il faut préparer notre peuple. Nous sommes dans une transition. Donc l'Europe, l'Occident, perd les monopoles de puissance et de pouvoir. Et vous avez, depuis 1492, où l'Europe, l'Occident a pris les monopoles, et depuis 1945, où l'Amérique a pris la tête de l'Occident, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Arrivé à la fin de cette étape où l'Occident était le seul à gérer le monde. Au lieu que les Africains se plaignent, aller chercher des maîtres ailleurs, c'est de se préparer pour se battre, pour tracer leur propre voie. Et dans cette lutte pour l'Afrique, le Congo est capital. Rappelez-vous, M. Oscar Kabamba, la phrase, le prof vient de parler de Cheikh Anta Diop, qu'il a écrit en 1960. Il y a la phrase de France Fanon qui disait que le Congo, ça a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Au Zaïre. Non, au Congo dans les temps. Et il y a un autre élément que Franck Fanon relevait toujours. Il disait à tous les Africains, quand on a assassiné Lumumba, il leur a dit, regardez, l'avenir se joue, l'avenir de l'Afrique se joue au Congo. Il faut que les Africains comprennent. Alors, je pense que les rêves congolais doivent être les rêves africains. En tuant Lumumba, les profs a ajouté Mzee également. Oui. Est-ce que c'était assassiner la démocratie? Non, vous savez, le mot démocratie, moi je suis politologue, ce sont des concepts inventés par l'Occident pour nous dominer. Parce que si on veut faire véritablement la démocratie, je ne pense pas qu'on pourrait être là où nous sommes. Parce que les gens qui sont élus, imaginez-vous, Lumumba a été élu démocratiquement. Qui l'a assassiné? L'Occident. En 1964, il y a eu des élections avec Onako, avec Tchombe. Comment vous êtes parti à faire un coup d'État? Donc l'Occident vient avec un faux discours de démocratie, mais derrière se cachent les intérêts. Si nous voulons faire la démocratie, c'est pour nous. On ne le fait pas parce que l'Occident demande. Mais le drame est que nos élites réfléchissent par procuration. D'où les débats, on fait les sur les places, on ne s'en sort pas. Merci, mais professeur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après, nous devons justifier nos problèmes, nos retards sur le plan du développement, nous devons imputer la responsabilité aux autres, c'est-à-dire aux Blancs qui nous ont colonisés? Bon, disons que vous faites bien de poser cette question, mais mon ami Freddy sait que nous divergeons souvent, parce que moi je mets plutôt l'accent sur nos manquements. Hein? C'est d'abord nous-mêmes. Avant de voir les autres, c'est d'abord nous. Parce que quand on dit par exemple ceux qui ont tué Lumumba, il dit les Belges, mais les personnes qui étaient là, c'était des Congolais, hein? Des Congolais qui ont tué. Donc moi je mets plutôt l'accent sur nos manquements à nous. Moi je ne dirais pas, bon, les Belges, mais ils ne sont pas là pour prendre notre main, pour nous dire bon signez, c'est nous qui signons. Donc moi je mets plutôt l'accent sur nous-mêmes, sur nos mentalités. C'est aux Congolais de vraiment de prendre conscience, hein, c'est leur pays. On ne peut pas toujours regarder de l'autre côté. Nous devons voir nous-mêmes qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici. Et voilà. Moi, je donne plutôt la responsabilité aux Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent se réveiller. Hein? Les Congolais doivent se réveiller et se dire, bon, écoutez, ce pays nous appartient. Ceux qui vont en Afrique du Sud, ce n'est pas leur pays. Ils ne pensent pas que les Sud-Africains noirs, disons, ont lutté contre l'apartheid. Hein? Il y a beaucoup de Congolais maintenant qui vont en Afrique du Sud, mais quand ils étaient en train de lutter pour leur pays, est-ce que ces Congolais-là les ont aidés?
Donc moi je pense que nous devons lutter dans notre pays. Et nous devons changer nos mentalités, nous devons le travailler à travers nos partis politiques, parce que je crois que dans les partis politiques ça ne se fait pas, à travers nos églises, on doit faire continuer cela, à travers dans les familles, il faut en parler. Donc il faut qu'il y ait vraiment, je ne sais pas, je voulais utiliser un terme religieux, mais monsieur l'abbé est ici. J'allais dire, il faut une résurrection. Voilà. Une résurrection. Une renaissance. Vous l'annoncez déjà. Merci, professeur. Bienvenue sur ce plateau, monsieur l'abbé. Vous étiez déjà annoncé au début de cette émission. Nous savions que vous étiez très débloqué peut-être dans les éternels embouteillages qui sont dans la ville. Mais moi, je vous connais très ponctuel. Alors là, nous sommes déjà avancés en train de tirer les conclusions sur la gestion des dépendances aujourd'hui. J'ai utilisé et moi ici, est-ce un gâchis, est-ce un succès, comment expliquer les retards que nous connaissons aujourd'hui, plus de 50 ans, aujourd'hui c'est quand même beaucoup. Alors là, vous nous trouvez sur un débat où nous sommes en train de nous remettre en cause nous-mêmes. Est-ce que c'est votre avis? La première chose que je voudrais dire, c'est une question que je me pose. Sommes-nous réellement indépendants? Voilà la question fondamentale pour moi. Oui, sommes-nous réellement indépendants? J'ai posé cette question-là aussi. Eh bien, je crois, ma réponse, elle a toujours été claire. Au regard de l'histoire que nous sommes en train de vivre, eh bien, j'en arrive à la conclusion que nous ne sommes pas indépendants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sur le plan politique, nous ne sommes pas indépendants, par le fait que... mais le peuple est déjà mûr. Pourquoi doit-il se laisser guider? Le problème... Le peuple est déjà mûr. Plus de 50 ans après. Oui, le problème c'est que même 50 ans de non-indépendance n'a pas contribué à la maturation du peuple, parce que il y a une faille quelque part dans l'éducation, comme on dit, à la citoyenneté, n'est-ce pas? C'est très très important. J'ai amené là un livre d'un confrère. Oui, je vois Jean-Pierre Mbelou. À quand le Congo? Eh bien, voilà. Dans ce livre, si pour lui le Congo n'existe pas encore. Oui, le Congo n'existe pas. Quel Congo, lui? Mais le Congo qui existe, c'est le Congo de Léopold II. Voilà le Congo qui existe. Et c'est dans ce Congo-là que nous... Mais ce n'est pas très fort, ça? C'est très fort, oui. Je sais que c'est très fort, mais c'est le Congo de Léopold II. Vous voyez? Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'indépendance a été une indépendance je dirais, de surface, d'apparence. C'était pas une vraie indépendance. Et d'ailleurs, le général belge, qui a eu une parole très prophétique et très vraie. Oui, on en a parlé ici. Après l'indépendance, comme avant l'indépendance, il a dit vrai. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors moi, ma conviction est la suivante. Nous devons nous inscrire aujourd'hui dans une véritable lutte d'indépendance, de vraie indépendance. Et cette lutte pour la vraie indépendance suppose qu'il y ait une connexion entre le peuple et ses dirigeants. Ce qui manque absolument. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il y a des dirigeants qui ne sont pas redevables au peuple, eh bien la connexion ne peut pas exister. Mais pourquoi, monsieur l'abbé, en fait, vous savez, professeur, c'est pas... Mais c'est quand même un problème. Nous étions en train de regretter ici qu'en 60, le nombre d'universitaires se comptait sur le bout des doigts. Oui. Mais aujourd'hui, on a autant de professeurs d'université, on a autant de licenciés. En fait, des milliers de personnes aujourd'hui qui ont étudié. Mais pourquoi ne sont-ils pas parvenus aujourd'hui à prendre conscience de cet état des choses pour changer quand même? Il a parlé de l'Angola par exemple, qui est sorti de la guerre pendant plus de 20 ans, mais les choses sont... Mais pourquoi? Il a parlé d'Haïti également ici. Mais pourquoi est-ce que nous, donc au Congo, on ne parvient pas à décoller comme tel? C'est tout simplement parce que je l'ai dit au cours d'une conférence que j'ai tenue sur la mission de l'intellectuel,
là c'était intellectuel chrétien, catholique, mais ça peut s'étendre sur tout intellectuel congolais, n'est-ce pas? La mission de l'intellectuel, c'est d'avoir cette réflexion, capacité de réfléchir de manière autonome, et une réflexion qui aboutit à des stratégies d'action, et une réflexion qui pousse à l'action, et une action qui est basée sur une réflexion. Et c'est un peu ça qui nous manque. Mais la réflexion existe toujours. Oui, mais la réflexion qui n'aboutit pas à une action conséquente. Ah oui, mais elle aboutira quand? Mais il faut qu'elle commence quelque part. Il faut qu'elle commence. Et aussi une réflexion qui soit autonome. C'est-à-dire qu'on ne pense pas par procuration. Regardez, aujourd'hui nous avons un sérieux problème. Vous présentez une thèse de doctorat, si vous n'avez pas cité tel auteur belge, ou tel auteur français, ou tel auteur américain, eh bien ta thèse ne passe pas. Professeur, c'est vrai? Mais, oui, le professeur est... Non, mais disons que la science est universelle. D'accord. Non, mais il y a une pensée autonome aussi, qui doit être... Si je pense par procuration, il est évident que je ne m'en sortirai pas. Nous ne nous en sortirons pas. Pour aller un peu dans le sens de ce que dit M. l'abbé, moi je voulais dire les réflexions autonomes, nous en avons eu quand même. Voyons la conférence nationale souveraine. On a planché là-dessus. Qui n'a pas abouti malheureusement. Voilà, Mais c'est ça le pourquoi? problème. C'est la question. C'est ça le problème. Pas abouti. Disons que, bon, on a produit une masse de données, mais finalement, oui. Et cette masse de données avait été produite par des Congolais. Oui. Ils étaient autonomes. Autonomes. Mais ça n'a pas abouti. Oui, mais c'est là où peut-être il faut ajouter la dimension du capitalisme occidental. Ça, le fond du problème. Oui. Pour la première fois, les Congolais se sont retrouvés pour parler des propres problèmes. Ça, le contrat échappé à l'Occident. Il fallait faire par tous les moyens, avec la complicité des Congolais à l'interne, pour faire casser ça. Ils ont cassé, ils ont récupéré le coup à Sam City. Voilà, monsieur l'abbé, il nous reste 5 minutes. Je vais quand même donner un temps, même de 2 minutes à chacun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut alors finalement? Nous devons reconquérir notre indépendance politique, indépendance économique et indépendance culturelle, idéologique. Eh bien, moi, je crois que ce qu'il nous faut, c'est d'abord une vision commune, un rêve commun. Nous n'avons pas un rêve commun. Une vision commune existe. Une vision commune, ça veut dire nous devrions nous mettre autour d'une table éventuellement pour nous dire quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble. Je ne cesse de revenir là-dessus parce que j'estime que c'est trop important pour qu'on passe à côté de cela. Quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble? Et personnellement, j'ai toujours donné une réponse avec 4 éléments. Je me dis, le Congo dont je rêve, le Congo de mes rêves que je partage avec mes compatriotes, c'est un Congo de participation, un Congo d'égalité, un Congo de liberté et un Congo de justice. Et ces 4 éléments, pour moi, constituent les socles d'une société qui peut se prétendre démocratique, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, les 4 éléments que je viens d'évoquer ont chacun des corollaires. Quand tu parles de participation, tu évoques automatiquement la notion de responsabilité. Quand tu parles d'égalité, tu évoques automatiquement la notion de respect de tout être humain, n'est-ce pas? Quand tu parles de liberté, tu évoques nécessairement la vérité, parce que la vérité rend libre. Et quand tu parles de justice, eh bien ça comme corollaire, la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de vraie justice sans paix. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, pour moi, la vision commune que j'invite mes compatriotes à partager, c'est la vision d'un Congo de participation, une terre de participation, une terre d'égalité, une terre de liberté et une terre de justice. Merci, monsieur l'abbé. Alors, Freddy, il nous faut encore 50 ans pour une indépendance totale. Non, il faut encore plus de 50 ans. Il y a des éléments importants, je vais un peu donner des clichés. Il faut mettre fin à ce qu'on appelle Muzungu Anasema. C'est capital. Le blanc a dit. L'Occident a dit, la communauté a dit, il faut mettre fin à cela. Mais aujourd'hui, c'est à la mode aujourd'hui. Oui, oui, donc les gens sont complexés, aliénés. Il faut désaliéner les gens. Et puis le deuxième élément, c'est mettre fin aux aventures de Tintin au Congo. Ça, je demande aux Européens qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé. Les générations ont changé et les jeunes gens
qui ont grandi après l'indépendance ne veulent pas encore avoir de maître derrière. Et troisième élément, il faut faire une lecture d'imitation dans le monde actuel. Le drame, ce que je dis pour le Congo, c'est de voir que l'élite se contente de l'extérieur, de l'interne, et oublie la dimension internationale. Or, le Congo est dans le monde. Quand le monde bouge, le Congo bouge. Il faut que ceux qui entrent à l'intérieur du Congo comprennent. C'est là où c'est d'accord avec M. Labé, il faut une cohésion nationale, une cohésion sociale, qu'on ait les mêmes rêves. Les rêves se construisent. Ça ne vient pas d'en haut, ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire, ni de l'Union européenne, ni de l'Amérique, ni de la Chine. Il faut que les Congolais pensent Congo, comment il faut faire pour que demain qu'on soit debout. Professeur, comment devons-nous faire pour marcher sur les pas de Patrice Emery Lumumba ou de Mzee, comme vous avez dit, ou de tous ces pères de l'indépendance qui avaient une vision de développement au départ? Bon, je voudrais rappeler ici les propos, les paroles du président Kasavubu avant de mourir. Il disait à ceux qui étaient autour de lui, il ne faut pas, disons, qu'on perde notre indépendance. Donc voilà quelqu'un qui mourait, il ne faut pas qu'on perde notre indépendance. Et Lumumba, dans les dernières lettres qu'il écrit, il dit aussi que je sais que mon peuple va se réveiller et qu'il ira de l'avant. On ne peut qu'être d'accord avec ce que M. Labé vient de dire. Moi, j'ajouterai simplement ceci. Les Congolais doivent aimer leur pays. Nous n'aimons pas notre pays. Avec ce qui se fait, nous n'aimons pas notre pays. Et on ne peut bien aimer quelque chose que quand on le connaît. Et nous voulons donner les éléments de connaissance. Ce sont nos livres que nous connaissons pour que les Congolais connaissent leur pays. Quelqu'un qui est du Bas-Congo, bon, ce qui se passe au Katanga, c'est pas son affaire. Ce qui se passe au Kivu, c'est pas son affaire. On continue à boire sa bière ici, il y a des invasions, M23 là-bas, tout ça, bon, c'est pas notre problème, nous buvons notre bière. Il faut qu'on aime ce pays. Parce que je me dis, ceux qui viendront après vont nous faire porter le chapeau. Ouais. Ceux qui viendront après vont se demander qu'est-ce qui va... Bon, parce qu'il y a la crainte aussi que Freddy a souvent soulevé, la balkanisation. Donc moi, je termine tout ça sur un ton un peu interrogateur en me disant, bon, qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà, qu'est-ce que nous allons devenir? Monsieur Labé, on devient quoi? Nous devenons... Nous périssons ou bien nous devenons un peuple libre. Voilà. Et la liberté, c'est un peu comme l'enfantement. Et l'enfantement, ça se fait avec douleur. Et donc nous sommes en train de renaître. Nous sommes en train de renaître pour un nouveau Congo, un autre Congo. Et cet autre Congo suppose une révolution mentale, une révolution politique, une révolution économique et une révolution sociale, une révolution culturelle. Voilà. Et pour moi, c'est cela qui est en train de s'opérer aujourd'hui, malgré les soubresauts que nous connaissons. Moi, j'ai espoir, et je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'amenait ici à l'émission, je lui ai dit, je ne pense pas et je n'imagine pas que ce pays va s'embraser demain. Pourquoi? Parce que personne n'a intérêt à ce que ce pays s'embrase. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un bain de sang ici au Congo, parce que ça ne profitera à personne. Et donc, je crois que nous devrions aujourd'hui prendre les choses positivement. Et j'aimerais ici attirer l'attention de tous ceux qui sont en train d'évoquer la prise en main, la prise en charge, le peuple doit se prendre en charge et tout. J'aimerais dire que si cette prise en charge du peuple par lui-même n'est pas positive, eh bien c'est la catastrophe que nous préparons à vivre. Elle doit être positive et constructive. La prise en charge du peuple par lui-même, selon l'article 64 de la Constitution, comme beaucoup l'évoquent, ne doit pas être pensée en termes de soulèvement populaire, en termes de violence, en termes de au-delà que je m'y mette, et s'il le faut avec force. Non. Je crois que la prise en charge du peuple par lui-même doit être pensée positivement et on doit lui donner un contenu positif. C'est-à-dire, eh bien, nous voulons les élections. Je donne toujours cet exemple. Nous voulons les élections. La prise en charge serait quoi? Serait que nous décidons de financer nos élections nous-mêmes. Voilà une prise en charge positive. Nous voulons les élections. Eh bien, la prise en charge du peuple, c'est quoi? Nous cherchons notre candidat.
Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire à travers des primaires du peuple, n'est-ce pas? Nous cherchons notre candidat au lieu d'attendre des candidats parachutés, des candidats qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Et nous en avons assez de ces candidats qui viennent d'ailleurs. La prise en charge serait quoi? Serait que le peuple s'engage à sa propre éducation, sa propre formation. Voilà une prise en charge positive, constructive, et pas quelque chose qui va foutre le pays en l'air, n'est-ce pas, tout simplement pour l'intérêt de certains groupes de gens, n'est-ce pas, qui en fait ne pensent pas nécessairement peuple, mais pensent eux-mêmes. Merci beaucoup, M. l'abbé. Je parlais tout à l'heure des publications du professeur Moutamba. Je vois ici, vous en avez également une. Un autre Congo est possible si... 3 petits points. Voilà. Si nous changeons de mentalité, si nous avons une vision commune, si nous réunissons nos ressources matérielles et financières, et si nous avons nous-mêmes des leaders sortis du cru du peuple. Merci beaucoup, chers invités, professeur Moutamba, professeur émérite à l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous reçoit sur ce plateau. Freddy est journaliste, c'est un habitué, politologue, éditeur de la revue Renaissance, que j'ai présenté tout à l'heure. Monsieur l'abbé, ce n'est pas votre première publication que je sache. Vous en avez beaucoup à votre actif. On aura peut-être l'occasion de revenir sur 5 jours. Nous disons donc merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Nous allons nous retrouver bientôt avec un autre débat axé sur les problèmes de la République démocratique du Congo. Merci et bonsoir à tous.